y a des e-commerçants dans la salle? Ou des gens qui veulent faire du e-commerce? Il y en a deux. Est-ce que vous connaissez Yannick? Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Il vous intéresse de gagner de l'argent grâce au dropshipping, grâce à Amazon, grâce au e-commerce? Ouais. On y va? Allez. Alors, Yannick va commencer tout seul. Si vous avez bien remarqué sur le programme, il y a un invité surprise, du coup, qui n'est plus surprise. Stevens, qui n'était pas prévu. Il y a deux personnes qui ne sont pas prévues, donc c'était la petite surprise. Il va enchaîner, il va venir sur scène avec Yannick après. Donc voilà, vous avez 1h30 de Yannick plus Stevens. Waouh, allez, que du bonheur. Ça marche? C'est bon Yannick, test? Test? Ouais, nickel. Zapette. Good. Donc me voilà. Bonjour à tous, merci à François pour cette invitation. Je suis de Montpellier et je suis ravi de voir autant de personnes ce jour. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Yannick Chastain, je suis e-commerçant depuis 2002. 2002, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste eBay, tout ça. Je suis formateur aussi, je fais des formations sur l'e-commerce, notamment sur Amazon FBA. C'est un peu mon cœur de métier et je suis éditeur de logiciels, donc autour d'Amazon, autour de Shopify et je suis web entrepreneur parce que j'ai une multitude d'autres casquettes. Donc je fais de l'affiliation, j'ai une multitude de sites internet, etc. Et surtout, je tiens à préciser, je suis e-commerçant. C'est quand même mon cœur de métier, c'est ce qui me fait vibrer. Et je vais vous partager mes découvertes parce que l'e-commerce d'il y a de 2002 n'est pas du tout le même que celui de maintenant. Donc j'ai tout connu dans l'e-commerce. PrestaShop n'existait pas, Shopify n'existait pas. Donc comme je le disais, j'ai commencé sur eBay. Donc voilà. Après j'avais une multitude de comptes sur eBay. Après j'ai enchaîné sur PrestaShop parce que PrestaShop a été créé. J'ai continué sur le WooCommerce et après j'ai découvert d'autres styles d'e-commerce. Donc les sites d'enchères inversées. Les sites type Groupon où j'ai fait aussi mes armes dessus avec les produits vus à la télé. Donc Groupon, moi, ma plus belle expérience et ma plus belle galère aussi, ça a été les bracelets Power Tonic, c'était des bracelets style Power Balance, les bracelets magnétiques, tout ça, où en 24 heures on en avait vendu 13 000, j'en avais que 2 000 en stock, donc c'était un peu chaud tendu, et je me souviendrai toujours l'expérience où j'en avais que 2 000 en stock, je me réveille vers 8 h du matin, j'avais déjà 36 appels en absence, etc. Donc je vais sur Groupon, je vois qu'il y en avait plus de 3 000 vendus, je me suis dit ça y est, c'est la merde. Et du coup, je me suis dit, à 6 000 ventes, je suis obligé de partir en Chine. Voilà, donc à 11 h, j'ai dit à ma femme, ça y est, je pars en Chine parce que c'est la merde, il faut booster les troupes parce que tout le monde voulait sa livraison avant Noël. Et donc c'était le 18 décembre, donc c'était un peu chaud tendu. Et donc forcément, c'était une belle expérience parce que j'ai bien vendu, après j'en ai vendu dans toute l'Europe, etc. Mais ça a été aussi des grosses galères, avec notamment la DGCRF, donc c'est la répression des fraudes, parce que délai en retard, donc délai de livraison en retard, donc plein de DGCRF, et donc plein de petites galères. Mais tout ça m'a permis d'apprendre, de savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Est-ce que je me suis arrêté dans l'e-commerce à un moment donné? Oui, je me suis arrêté parce que la DGCRF m'a demandé d'arrêter l'e-commerce, mais quand je suis parti au Maroc faire d'autres activités, etc., et que je suis rentré parce que ma femme a accouché, là-bas, je me suis dit, je règle mes problèmes et je recommence l'e-commerce parce que c'est quand même sympa, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, et puis c'est là que je suis tombé, entre guillemets, amoureux de Amazon, parce que c'était le seul service qui pouvait me régler mes problèmes. En fait, mon activité d'e-commerçant, c'était que je fonctionnais en flux tendu. Quelqu'un connaît le flux tendu?
voilà, le flux tendu, c'est quoi? C'est grosso modo, j'avais plein de produits, pour vous donner un exemple, j'avais plein de produits que je vendais et j'avais pas encore le stock. Et finalement, c'est le dropshipping. Je faisais du dropshipping, je ne le savais pas encore. Grosso modo, je vendais énormément de machines vues à la télé, de sport, etc. Et une fois que j'en avais vendu 200, 300, 500 000, je faisais venir des conteneurs. Et ces conteneurs-là, après, je vendais, mais en décalage, avec 30, 40, 50 jours même de livraison. Après, une fois que j'avais créé cette trésorerie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un nouveau concept, je me souviendrai toujours, c'était cette machine de sport. J'avais créé, ça s'appelait Abdo Circle France, donc c'était la machine à abdos pour faire des abdos. Et j'avais créé un concept, c'était la patience P. Et du coup, je proposais trois prix. Un prix, le produit, on le voyait sur Téléshopping à 189 €. C'est le prix. Ouais, voilà, c'est le prix, tu vois. Donc, je le proposais à trois prix différents. Il valait 189 € sur Téléshopping, M6 Boutique, etc. Je le proposais à 125 €. 125 € livraison en 48 heures. Je le proposais à 107 € livraison en 15 jours. Et je le proposais à 89 € livraison en 30 jours. Du coup, j'avais des gens qui étaient intéressés de le recevoir rapidement. Tant mieux, j'avais un stock tampon, donc je me faisais beaucoup plus de marge. Pour vous donner une idée, le produit, il me coûtait 20 €. Donc je pouvais me faire des grosses marges, voilà, parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à attendre un mois, d'autres qui étaient prêts à attendre 15 jours, et d'autres qui ne voulaient pas attendre, et bingo, donc c'était génial. Et du coup, tout ça pour vous dire que l'e-commerce évolue énormément. Et voilà, l'e-commerce évolue énormément, tout comme le commerce. Le commerce, avant, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils allaient au village, il y avait le boucher, le charcutier, etc. Après, il y a eu les supérettes, après, il y a eu les grandes surfaces, et maintenant, c'est en ligne. L'e-commerce, c'est exactement la même chose. Avant, il y avait l'e-commerce classique, donc achat de stock et la revente. Moi, je me souviendrai toujours, j'avais 15-16 ans, le début de l'e-commerce. Je voyais à la télé sur le JT, avec Pernod, il est toujours là, mais voilà. Je voyais des commerçants disant que l'e-commerce n'allait jamais marcher. Parce que c'était farfelu d'acheter à distance un canapé, d'acheter à distance des produits, de les recevoir au bout, à l'époque c'était 15 jours, etc. Et finalement, tout le monde achète, sur Amazon notamment, mais tout le monde achète sur Internet. Donc comme je le disais, l'e-commerce évolue, donc il y a l'e-commerce classique, après il y a eu les sites de deal, donc Groupon, KGB Deal, etc. Il y a eu les sites d'enchères inversées, où à la meilleure enchère, c'était vous qui gagnez le produit. Il y a toujours les ventes privées, et ça évolue. Le dropshipping est apparu, c'est démocratisé grâce à Shopify, et voilà, et même le dropshipping évolue en lui-même énormément. Donc il y a formes de e-commerce pour moi, et j'en vois trois, moi, aujourd'hui. Il y a l'e-commerce classique. Il y a l'e-commerce classique, donc c'est l'achat de stock et la revente. Donc après, c'est pas forcément à la portée de tout le monde parce que ça a un coût. Voilà, ne serait-ce que faire un site internet aujourd'hui hors Shopify, quand vous faites appel à une agence, etc., c'est un coût assez conséquent. En plus de ça, ce site internet n'a pas de visibilité, donc il faut gagner cette visibilité. Donc ça va être soit par du trafic froid, soit du trafic avec Facebook, soit avec du référencement naturel, etc. Mais tout ça a un coût. Et il y a le dropshipping. Donc le dropshipping, ça va te permettre de ne pas avoir de stock, tu crées ta boutique et tu as juste de la visibilité à avoir. Donc tu n'as pas les trois choses à acheter. Et après, tu as Amazon. Donc le gros avantage, et c'est pour ça que je suis allé sur Amazon, c'était que tu mettais ton stock chez Amazon. Voilà, il fallait trouver le produit gagnant qui se vend sur Amazon. Et grâce à Amazon, grâce à la visibilité d'Amazon, ça se vend quasiment tout seul. Donc après, il y a des process à mettre en place. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de faire Amazon, parce que en plus d'être un site
de vente de produits, c'est un site qui gère l'envoi de tes colis. Donc j'avais quasiment plus rien à faire, il gère même ton SAV, puisque bah, quand vous avez un problème, vous appelez Amazon et c'est les équipes d'Amazon qui répondent. Donc voilà, c'est les trois concepts qui existent aujourd'hui, et forcément bah, je prêche pour ma paroisse. Voilà, Amazon pour moi est quelque chose de juste hallucinant, parce que ça vous permet d'être vraiment tranquille à ce niveau-là. Mais bon, on va parler de Shopify et de dropshipping. Là, j'ai voulu prendre à contre-courant un peu tout et arrêter de parler d'Amazon. Pourquoi? Parce que c'est à la mode, tout le monde entend, notamment avec Seb, avec d'autres personnes, tout le monde entend parler de dropshipping. Et on va parler de ça. Voilà, pour moi, le dropshipping évolue énormément. Le dropshipping de 2017 n'est pas celui de 2018. Ce qui marchait l'an dernier ne marche plus maintenant, et ce qui marche en janvier ne marchera pas au mois de septembre, et ça évolue énormément. La problématique du dropshipping pour vous, c'est quoi? Vous connaissez le concept du dropshipping ou pas? Oui, oui, oui. Enzo, c'est quoi pour toi les problématiques du dropshipping? Les problématiques du dropshipping? Ouais. Et après, les avantages. Délai de livraison. Délai de livraison. Qualité du produit. Ouais. Ça, ce serait les défauts. À peu près les défauts majeurs. Les avantages. Peu d'argent à investir. Pouvoir vendre avant d'acheter. Et pouvoir avoir un panel de produits super... pouvoir proposer beaucoup de produits, du coup. Ouais. On n'a pas acheté le stock. Ouais, je vois tout à fait. Moi, c'est pour ça que je ne me suis pas lancé dans le dropshipping, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais eu d'énormes problèmes auprès de la DGCRF. Donc, j'avais vendu en l'espace de 3 mois 80 000 produits, et j'avais 300 litiges à peu près de colis non reçus. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas le code de la porte de la personne n'allait pas aller chercher à la poste, ou X ou Y raison. Peu importe, toujours est-il que 300 litiges auprès de la DGCRF, c'était énorme. Je connaissais le concept du dropshipping, mais je me suis dit, délai de livraison égale plainte auprès de la DGCRF. Moi, vu que je suis blacklisté, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Et aujourd'hui, il existe des solutions à ça. Donc, c'est vrai que le problème majeur, c'est le délai de livraison, parce que ce délai de livraison va engendrer d'autres problèmes, qui est la gestion du SAV, par exemple. Et le fait de ne pas voir son produit, la problématique, c'est que tu ne connais pas la qualité de ce produit, et tu ne peux pas personnaliser ce produit. Et du coup, quand je parle de dropshipping, ce qui marche maintenant ne marchera pas au mois de septembre, c'est parce que ça évolue. Les gens connaissent de plus en plus le dropshipping, et ils savent que voilà, le délai de livraison il est long, etc. Il y a de plus en plus de boutiques qui sont présentes sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Et du coup, on sait que le délai est long. Et il faut forcément se démarquer et créer quelque chose sur le long terme. Et nous, ce qu'on a pensé avec des amis, sur quoi on travaille, c'est moi j'ai un partenaire avec qui j'ai fait le pop-bag. Pop-bag, c'était les poufs gonflants, je ne sais pas si vous avez connu ça. Donc ça, c'était un produit que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, je ne sais plus, 3 ans, ouais, ça passe vite, où j'en avais vendu 45 000 en 1 mois et demi. Donc ça, c'était génial. Ça a été racheté par Fatboy. Voilà, donc d'abord il m'avait fait un procès, après on a convenu d'un rachat, et puis ils ont clôturé carrément le site. Et toujours est-il que ce qui marche pour moi dans l'e-commerce, c'est la personnalisation du produit. Et il faut que le dropshipping tende vers ça, la personnalisation du produit, raccourcir ses délais de livraison. Et pourquoi je vous parlais de pop-back, c'est parce que mon business angel, celui qui a financé les pop-back, parce qu'il fallait en acheter 50 000, je vous dis, il y en avait pour 1 million d'euros, je ne les avais pas dans la poche, donc voilà, c'était le seul gars assez couillu pour me dire, vas-y, je fais le virement aux Chinois et on voit. Et tout ça pour vous dire qu'il est en train de mettre en place depuis, ça fait maintenant 1 an, une plateforme, puisque en Chine, qui sera capable de faire un délai de livraison entre 5 et 7 jours ouvrés depuis la Chine vers la France. Donc déjà, on va gagner énormément, on va régler énormément de problématiques par rapport à ça, par rapport au dropshipping. Parce que déjà, c'est un interlocuteur français, c'est une team française
qui est en train de mettre ça en place, donc ça c'est vachement bien. Ils font déjà ça avec vente privée, donc là ça fait déjà plusieurs mois qu'ils travaillent avec vente privée sur ce concept-là, etc. Et surtout, on va pouvoir personnaliser chaque produit. Donc l'idée c'est que dans un produit, on rajoute, ne serait-ce que sur l'enveloppe, un logo, parce que c'est vrai que la problématique aussi du dropshipping, c'est qu'on se retrouve avec une écriture chinoise, etc. Et c'est peut-être pas très très glamour quand on reçoit un colis qui vient de Chine, par exemple. Et surtout, le fait d'avoir un logo, le fait d'avoir quelque chose dans l'enveloppe, par exemple un petit code promo pour la prochaine commande, etc. Ça fait que voilà, on va vendre mieux. Donc comme je le disais, voilà, comme je l'écris là, c'est ma vision du dropshipping viable. Et c'est ce qu'on tend à faire, et c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce. Encore une fois, voilà, là aujourd'hui, je suis pas là pour prêcher pour Amazon, parce que c'est pas le but du jeu. L'idée, c'est de vous ouvrir l'esprit. C'est que vous pouvez vous lancer dans le dropshipping, mais il faut le faire bien. Donc ça, c'est super important. Vous pouvez vous lancer sur Amazon, mais voilà, il faut le faire bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui arrive au mois de septembre, cette plateforme-là. Elle va nous ouvrir, elle va nous donner plein d'opportunités, dans le sens où déjà, livrer entre 5 et 7 jours, ouvrez un produit qui vient de Chine, c'est juste hallucinant. Donc voilà. Et c'est surtout qu'on va pouvoir personnaliser, créer vraiment un branding sur sa marque pour le long terme. Parce que l'objectif de tout business, c'est que ça en devienne un métier et que ce métier, on puisse en vivre et être tranquille. Donc voilà. Pour en revenir au sujet, comment tout niquer en e-commerce en 2018? C'était quand même le sujet du truc. Donc j'ai des conseils à vous donner avant de vous expliquer quelle est pour moi la meilleure stratégie. C'est déjà l'organisation et la planification. Je vois beaucoup de personnes qui achètent des formations, qui veulent se lancer dans plein de business. C'est cool parce que déjà il y a la motivation, mais il faut s'organiser et planifier. C'est super important de se poser avant de commencer une formation, déjà pour savoir quand est-ce qu'on va regarder cette formation en elle-même. Parce que si tu achètes une formation et que tu n'as pas le temps de la regarder, déjà tu commences mal. Moi j'ai acheté plusieurs formations dernièrement et je ne les ai pas regardées encore. Tu vois, ça fait 6 mois, je lâche 2000 balles par-ci, 1000 balles par-là, etc. Et je me rends compte que j'ai moi-même un problème d'organisation, j'y travaille, j'essaye d'y travailler, mais je me dis c'est dommage parce que ce budget que j'ai alloué, j'aurais pu l'allouer à autre chose pour commencer ou augmenter un business de base. Donc ça c'est super important. Autre chose super importante, quand on parle d'organisation, de planification, c'est bien calculer ses marges. Ça, c'est l'erreur de énormément de personnes, de ma femme notamment, elle le verra dans la vidéo, désolé. Ma femme, on avait racheté une boutique de dropshipping, parce qu'elle avait envie de s'amuser dans le dropshipping, elle en avait un peu marre d'Amazon. Et du coup, elle était contente, elle fait « Yann, je fais 800 000 euros par jour ». C'est génial, je fais vas-y, c'est nickel et tout. Dans 2 mois, on fait un point et on voit combien ça fait d'oseille. 2 mois après, on fait un point, elle perdait de l'argent. Elle perdait de l'argent alors qu'elle faisait 800 à 1000 euros par jour. Et quand je dis elle perdait de l'argent, elle devait perdre au moins 100 balles par jour, quoi. Donc voilà, c'est super important de faire ça parce que elle avait les boules. Encore coucou chérie, quand tu verras la vidéo. Elle avait les glandes parce que finalement, voilà, travailler tout ça, répondre, parce que c'est vrai que voilà, le dropshipping actuellement, il y a quand même une grosse charge de mails à gérer, etc. Et voilà. Et du coup, travailler pour rien, c'est pas l'objectif. Donc, dans n'importe quel business, prenez le temps de bien calculer vos marges selon votre situation fiscale. Si vous avez une auto-entreprise, faites le calcul, mais pensez à faire le même calcul pour une société normale. Parce que si vous êtes une auto-entreprise et que vous voyez que ça marche, et que vous changez de statut, vous vous rendrez compte que peut-être vous aurez moins de marge, peut-être que ça sera plus rentable. Donc faites bien attention à ça, c'est super important. Restez focus sur un business à la fois. Donc je sais que c'est pas évident parce que on s'amuse à sortir plein de formations et c'est des sujets à chaque fois super intéressants. Je le vois par exemple dans l'e-commerce, tu as l'e-commerce soit le dropshipping, soit Amazon, etc. Mais après, quand tu vends, tu veux avoir
amener d'autres trafics, d'autres leviers de visibilité. Donc tu as Instagram, tu as plein de choses, le référencement naturel, Facebook, etc. Et là, maintenant, tout le monde s'amuse à faire des posts sur Snapchat, par exemple. Donc c'est la nouvelle formation qui va sortir, ou qui est déjà sortie avec Yo, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que il faut rester focus, il faut faire une chose bien, réellement bien, s'y investir, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est par trimestre, je me concentre sur un nouveau levier de visibilité et je le fais à fond. Et j'en fais qu'un à fond. Et après, ça devient cyclique. C'est que, grosso modo, par trimestre, je tourne, je change de levier de visibilité. Et le trimestre d'après, la première semaine, je fais un point sur l'année qui s'est passée. Et ça me permet de voir, déjà de me concentrer, de bien travailler sur ce levier de visibilité, donc d'être efficace, et de me concentrer, voilà, de ne pas me dispatcher mon budget dans plein de choses. Parce qu'en dispatchant son budget, au final, on est beaucoup moins efficace. Donc c'est super important, ça c'est des points vraiment importants, parce que je le vois au quotidien, toutes les personnes qui ont ces problématiques-là, c'est parce qu'ils font ces erreurs-là. Avoir des bons outils. Souvent on me dit oui, prendre des outils, ça coûte cher, etc. etc. Mais je pense notamment à Manon Socialimap, on avait eu en commentaire des gens qui disaient oui, mais l'outil est super cher, etc. Mais combien de temps il te fait gagner cet outil? Quel est ton coût horaire? Moi je me souviendrai toujours, sur Amazon, il y avait une personne qui vendait bien sur Amazon, mais qui envoyait lui-même les mails. Il envoyait lui-même les mails. Et il ne voulait pas acheter un logiciel à 79 balles par mois parce qu'il estimait ça trop cher. Donc je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, écoute, combien ça te prend de temps d'envoyer ces mails-là? Donc il me dit le nombre d'heures, etc. Et quand on calcule au mois, son temps va aller 3 € de l'heure. Donc tu te dis, waouh, t'es moins cher qu'un malgache, vas-y, moi je t'embauche, tu vois. Mais c'est super important de se faire cette réflexion-là parce que tout ce temps qu'il avait perdu, c'était une dizaine d'heures, et tu te dis, mais au final, voilà, tu automatises ça avec un logiciel, et ce temps-là, tu l'alloues pour la stratégie et pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc c'est super important de savoir dépenser pour gagner plus. Des fois, je vous dis quelque chose de bête, des fois on achète un plugin Shopify qui va te coûter 10 € par mois, mais si tu en remportes ne serait-ce que même 20 €, c'est rentable. Voilà, donc il faut vraiment avoir cette psychologie-là, parce que c'est ce qui va vous faire avancer, vraiment. Ma petite phrase que j'aime bien, de petit épicier arabe à grande surface, moi c'est mon objectif, c'est ce que je fais. Donc j'ai commencé sur Amazon avec peu de produits, maintenant je dois en avoir 700, 800. L'objectif c'est pareil, si vous faites du dropshipping, si vous lancez dans l'e-commerce, c'est d'avoir une boutique et après, avec même qu'un seul produit, et après vous dupliquez le concept pour avoir plein de boutiques et faire du volume. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est commencer avec 2-3 produits, les faire bien, et une fois que ça marche, enchaîner sur d'autres produits. Donc voilà. Et puis le petit hors-série, le savoir c'est le pouvoir. Donc continuez à vous former, ça c'est super important. C'est des choses qu'on n'apprend malheureusement pas en école. Donc n'oubliez pas que l'indépendance financière, il faut tester, se former, et vous verrez que vous réussirez. Si je devais partir de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Honnêtement, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est si demain vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, c'est commencer avec des produits à la vente à 40-60 €. Donc ça veut dire que votre produit maximum, il doit vous coûter 15 € à l'achat. C'est super important de voir ça, de prendre ça en considération, parce que faire des petits produits, moi j'en ai fait plein, hein, le pancake malin, le moule en silicone, ou d'autres produits, d'autres gadgets à 10 balles, je les vendais 10-12 balles, mais tu te rends compte que finalement, tu gagnes 50 centimes, 1 €, voire allez, 1,50 €, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de se concentrer, et surtout il y a énormément de produits qui sont bons, en l'occurrence pour le dropshipping, pas pour Amazon. Mais c'est super important parce que vous allez avoir des coûts qui est la visibilité, Facebook, la visibilité Instagram, etc. Et c'est super important de laisser cette marge pour le coût marketing ou l'affiliation ou peu importe.
voilà, il faut que ce produit-là soit compatible avec tous les types de trafic. Pour moi, aujourd'hui, il existe 3 types de trafic. Le trafic chaud, froid et tiède. Donc le trafic froid, pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sur Facebook, quelqu'un qui est sur Instagram, Snapchat, qui n'est pas demandeur du produit, et tu le captes avec une publicité, généralement vidéo, mais les photos ça marche aussi, et il va être capté par cette vidéo, et il va cliquer pour peut-être l'acheter. Donc il n'est pas demandeur à la base. C'est ce qu'on fait sur Téléshopping, c'est ce qu'on fait sur même la publicité à la télé, etc. Après, il y a le trafic tiède. Donc c'est quelqu'un qui va aller sur Google, qui va taper une requête, et soit il tape cette requête pour l'information, soit il tape la requête pour acheter ce produit-là. Donc voilà. Et il y a le trafic chaud. Pour moi, c'est sur Amazon que ça se passe, ou sur ManoMano, sur des plateformes qui, pour moi, c'est des moteurs de recherche quand tu tapes une requête, tu veux acheter le produit. Tu as une intention d'achat, d'acheter le produit. Donc il faut trouver un produit qui est compatible pour ces 3 types de trafic. Parce que un produit qui marche sur Amazon, par exemple, moi je vends des plug anal, par exemple sur Amazon, je vends des rallonges de la vaisselle. Je ne peux pas les vendre sur Facebook avec la publicité Facebook. Plug anal, c'est interdit malheureusement, parce que ça marcherait, je pense. Mais rallonge de la vaisselle, un peu compliqué à rendre ça glamour. Donc c'est super important de choisir un produit par rapport à ça. Tiens, je vais vous donner un exemple d'un de mes produits que je fais. Voilà, je ne l'avais pas mis sur la présentation, mais voilà, moi par exemple, je fais l'échelle télescopique. On l'a déjà vu en vidéo, cette échelle qui est pliable et qu'on peut déplier facilement. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une vidéo toute prête sur YouTube, donc ça c'est cool. Il suffit de la remonter ou la retravailler pour ça. Mais ce qui est vachement bien avec cette échelle télescopique, c'est qu'elle utilise ces 3 leviers de visibilité. Donc je peux la vendre sur Facebook, Instagram, etc. parce que j'ai la vidéo comme Téléshopping, les personnes ciblées du bricolage vont l'acheter. Je peux la cibler sur le trafic tiède, sur Google, le référencement naturel, ça marche extrêmement bien. Tu peux te positionner sur une multitude de requêtes. Et je me positionne aussi sur Amazon. C'est un produit qui rentre aussi dans mes critères d'achat et de vente. C'est un produit que je vends 87 ou 88 euros et qui me coûte 22 euros. Donc j'arrive à me faire assez de marge de partout, et c'est surtout que je peux le vendre par une multitude de leviers de visibilité. Et du coup, pour vous donner une idée, ce produit-là, je dois vendre autour des 360, entre 360 et 400 ventes par jour. Donc ce qui est complètement énorme. Donc voilà. Et des fois, il suffit juste de faire un seul produit, mais de le faire bien, dans tous les leviers de visibilité, pour que ça soit gagnant. Parce qu'encore une fois, le produit, je l'achète 20 balles, je le revends dans plus de 85 euros. Donc même s'il y a la TVA, même s'il y a les charges, même achat, bon, il ne reste pas grand-chose au final, et il doit rester dans les 15 balles. Mais c'est, voilà, quand tu fais 15 fois 400 ventes par jour, ça va, c'est raisonnable. Bon, après, c'est les impôts qui sont contre. Donc, le vendre en dropshipping, puis le mettre en stock chez Amazon. Encore une fois, si vous faites du dropshipping, la problématique du dropshipping, moi typiquement, l'échelle télescopique, je ne peux pas l'envoyer en dropshipping, parce que le colis, il est gros, il est large, etc. Je ne peux pas le faire. Donc, moi, typiquement, je fais envoyer des conteneurs directement chez Amazon. Et encore une fois, j'ai une problématique avec Amazon parce que on est limité par un nombre de pièces à stocker chez Amazon. Donc moi, carrément, je fais venir des conteneurs dans une logistique annexe en France qui elle-même envoie régulièrement des colis chez Amazon pour pouvoir réduire les délais de livraison, de réapprovisionnement, etc. Tout ça pour vous dire qu'une personne qui reçoit son colis rapidement et que tout est OK, etc., si vous lui mettez un petit CTA, un petit coupon de réduction, moi ce que je fais en ce moment, je m'amuse à mettre des petits coupons où il y a marqué, je leur propose de faire de l'affiliation sur le produit. Donc ça c'est un truc que je n'avais pas fait, je le fais depuis 2 mois, et les retours sont assez bons parce que du coup le gars,
Le gars il se dit dans sa tête, j'autofinance mon produit, donc je me le fais rembourser, tu vois, et j'en parle, et je suis satisfait du produit, et donc j'en parle à tout le monde. N'oubliez pas que vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Donc le fait de rajouter de l'affiliation, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et puis ça marche plutôt bien, quoi. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de vendre en dropshipping et mettre du stock chez Amazon, ou le contraire, c'est si vous avez un produit gagnant sur Amazon qui est compatible avec les autres leviers de trafic, bah, faites un site monoproduit et vendez-le avec d'autres leviers de visibilité. Moi, pour le dropshipping, ce que je vous conseille fortement, ce qui marche pour moi, c'est les sites monoproduits. Donc on en parle, un site monoproduit, c'est un site où on vend, où on met en avant qu'un seul produit, et on fait du copywriting en fonction de ce produit dans une intention d'achat. Et je vais même plus loin dans cette stratégie-là. On va prendre l'exemple du pancake malin, par exemple. Le pancake malin, c'est un petit moule en silicone, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit moule en silicone où vous mettez de la pâte à pancake et vous retournez en 2-2, vous faites des pancakes. Et selon la cible que vous avez, vous allez créer des tunnels différents. Par exemple, moi j'ai 2 cibles différentes. Les sportifs et les mamans. Les mamans, tu vas dans ton message, tu vas mettre oui, voilà, faites des pancakes pour vos enfants, ou tu mets du Nutella, tu mets des petites fraises, etc. Tout ce qui va bien, qui donne envie. Mais pour le sportif, la démarche, le message va être différent. Pour le convertir, c'est moi comme message, je fais comment faire des pancakes hyper protéinés le matin rapidement. Donc du coup, le gars, il était en galère avec sa poêle à faire ses pancakes, et je lui avais trouvé sa solution. Et du coup, maintenant, ce qu'on fait, ce qu'on met en place, c'est carrément des tunnels de vente en fonction du message de la cible la personne que tu cibles. Un sportif qui est intéressé par faire des pancakes hyper protéinés, mais il ne va pas tomber directement sur la fiche produit ou sur la landing page, il va tomber sur 1 ou 2 pages intermédiaires, lui expliquant le concept. Par exemple, moi, il tombe sur une page de recettes qui lui explique comment faire des pancakes hyper protéinés le matin. On ne met pas encore en avant le produit, tu vois, et il en voit le produit dans les vidéos, donc il se dit « Ah, c'est génial !» Et on met juste un tout petit CTA qui renvoie vers le produit, où on a fait un copywriting spécifique de ce produit par rapport à la cible donnée. Et après, là, on le renvoie directement sur la page d'achat, la page de vente du produit en lui-même. Donc tout ça pour vous dire que le dropshipping qui marchait l'an dernier, ben voilà, il évolue, et c'est ce qu'on tente de faire maintenant pour améliorer son taux de conversion, parce qu'encore une fois, ce qui coûte le plus cher, c'est pas le produit, ça va être le transport, et ça va être la publicité que tu vas allouer. 13 minutes, ça va, j'ai du temps. Ne pas mettre les œufs dans le même panier. Chose super importante, donc c'est pour ça que je vous invite fortement à faire plusieurs sites monoproduits, parce que si vous faites un site avec plusieurs produits qu'un jour il se casse la gueule pour X ou Y raison, tu n'as plus de source de revenus. Donc ça c'est vraiment, vraiment chiant. Si un jour ton compte publicitaire s'arrête Facebook, le fait d'avoir d'autres leviers de visibilité, tu vas continuer à vendre. Ça aussi, voilà. Mais tu fais de l'e-commerce, je t'invite fortement, du moment que tu es rentable dans l'e-commerce, plus tard à te diversifier, à faire de l'affiliation, à vendre peut-être des e-books, à vendre, faire de l'immobilier, faire de la crypto-monnaie, voilà. Je vous invite vraiment à ne pas tout mettre dans le même panier. Et puis après, on va en parler avec Steven, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions? On a une question premier rang, c'est le micro. Merci Yannick déjà pour avec l'explication. Quand tu dis qu'il faut être compatible sur tous les types de trafic, ça implique forcément d'avoir 3 plateformes, fiches produits Amazon, un site internet et une page Facebook pour être et sur Amazon et sur Google et sur les réseaux sociaux. Là, en fait, la compatibilité, forcément, tu devras avoir ta fiche produit sur Amazon pour vendre sur Amazon. Mais moi, ce que je fais, c'est quand j'ai, par exemple, l'échelle télescopique, j'ai fait un site Shopify, tu vois, où je l'ai relié à Amazon. Dès que j'ai une vente sur Shopify, grâce à Facebook, Instagram ou le référencement naturel, c'est Amazon qui expédie la commande. Et du coup, j'utilise ces deux leviers de visibilité. Mais après, quelque chose que je n'ai pas parlé, par exemple, cette échelle télescopique,
je la vends sur Mano Mano. Tu vois, c'est d'autres marketplaces aussi intéressants qui ont du potentiel, etc. Encore une fois, il vaut mieux faire un produit, mais le faire à fond et bien, plutôt que faire divers produits. Donc pour répondre à ta question, bah, il faut mettre ce produit-là sur plusieurs supports. Donc créer ton site internet, forcément, et l'avoir sur Amazon, forcément, parce que tu peux le vendre en France, mais aussi dans toute l'Europe, il ne faut pas l'oublier, ne serait-ce que traduire cette fiche produit dans toutes les autres langues. Moi, j'ai certains produits, je les vends mieux en Italie qu'en France, ou d'autres mieux en Allemagne qu'en France. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Et après, ne pas négliger d'autres marketplaces. Moi, j'ai certains produits que je vends mieux à la Redoute que sur Amazon. Tu vois, donc parce que la Redoute sont spécialisés linge de maison, sont spécialisés vêtements, etc. Et ils ont une conversion extrêmement bonne. D'accord. Et quand tu dis Amazon Italie, par exemple, tu alimentes aussi Amazon en Italie, où ça passe? Non, non, en fait, grosso modo, tu peux mettre ton stock en France, et s'il y a une vente en Italie, bah, c'est Amazon qui se charge de livrer en Italie. Donc, grosso modo, il livre en 24 heures dans toute la France, et en 48-72 heures dans toute l'Europe. Ce qui est complètement génial, parce que, grosso modo, tu as juste à alimenter Amazon en produits, et après, lui, s'occupe du reste. Après, je caricature, tu vois, il faut que ton produit soit bien positionné, il y a des techniques, il faut bien choisir le produit, un produit qui se vend, etc. Après, il y a plusieurs stratégies, mais l'idée, elle est là, quoi. D'accord, merci. Avec plaisir. Juste pour information, on est à Montpellier, ici, dans le sud de la France, et pas à Paris. Amazon, quand tu dis j'alimente Amazon, j'amène mon stock à Amazon, c'est où en France? Où? Ils ont plusieurs entrepôts. Ils en ont plusieurs dans le nord de la France. Là, ils ont agrandi, par exemple, leur entrepôt. Ils ont créé un gros entrepôt sur Paris, parce que sur Paris, ils livrent en 1 heure, ce qui est juste hallucinant. Et par exemple, sur Paris, ils ont créé le premier en France entrepôt de logistique complètement automatisé. C'est-à-dire que dès qu'il y a une vente, c'est des robots qui se chargent de tout gérer, et le chariot, il arrive devant le camion de livreur avec une multitude de colis. Ça, c'est pour la livraison en 1 heure en France. La dernière fois, je me souviens, j'avais fait le test, quand j'étais monté sur Paris, j'avais acheté des trucs improbables pour voir, genre une multiprise, des bananes, une mousse de téléphone, d'appareil photo, un pack d'eau, une bouteille d'orangina, et en 45 minutes j'ai été livré. Donc c'est quand même fou. Et là je sais qu'ils sont en train de tester, là, ils sont en train de faire un gros partenariat avec Ikea par exemple pour faire intégrer tous les produits Ikea sur Amazon. Et l'idée qui se dit, c'est carrément en option, ils vont te proposer l'option montage. Tu vois, pour des bricoleurs comme moi, c'est parfait, tu vois, ils arrivent, tac, ils te montent tout le machin, tu t'en fous de payer. Après, encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Merci Yannick. Ouais. Merci Yannick, juste par ici. Donc on a Jenny de Marseille. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de diversification dans l'immobilier. Je voudrais savoir comment ça se passe, s'il vous plaît. Dans l'immobilier? Oui, là, j'ai noté diversification, différentes diversifications, e-book, etc., etc. Oui, voilà, en fait, grosso modo, voilà, moi aujourd'hui, mes sociétés gagnent beaucoup d'argent. À un moment donné, il faut remonter intelligemment cet argent-là pour le réinjecter dans d'autres projets. Donc mes projets, forcément, je réinvestis dans la crypto-monnaie, je vais réinvestir dans l'immobilier, donc avec Chris. Chris, c'est mon acolyte de Montpellier qui me cherche des biens, mais j'investis aussi des biens, j'achète des biens aussi à l'étranger. Donc l'objectif, c'est l'argent que je gagne en e-commerce, le réinjecter pour avoir d'autres sources de monétisation, parce que je pars du principe que vaut mieux gagner 10 fois 1000 euros qu'une fois 10 000 euros, parce que si un jour ça se casse la gueule, au moins il me reste 9 000 euros de l'autre côté. C'est de l'investissement, donc c'est pas de la vente. Non, c'est de l'investissement. Désolé. Ok, juste ici une dernière question de ce côté-là de la salle, avec quelqu'un qui vend déjà des produits. Donc félicitations pour ton business, je te laisse debout. Salut Yannick, donc merci beaucoup pour ta présentation, ça fait un moment que je te suis. Tu as parlé tout à l'heure, en fait, pour ceux qui souhaitent vraiment se développer sur le e-commerce, de privilégier tout ce qui est monoproduit en fait. Ouais. J'ai suivi récemment donc, la formation de Seb sur internet et lui préconise plus de développer son activité
une boutique généraliste en Ouais. fait. Toi, tu penses que pour ceux qui souhaitent vraiment débuter, c'est mieux donc de débuter par du monoproduit, ou qu'est-ce que tu penses de la stratégie que Seb a présentée? La stratégie de Seb marche. Donc Seb, Sébastien Cerise, il a sorti plusieurs formations dans le dropshipping. Sa stratégie marche. Après, c'est une question de sensibilité. C'est une question de trouver les bons process, etc. Moi, aujourd'hui, mon métier, à la base, c'est Amazon. Donc à Amazon, je pars du principe que je trouve des produits gagnants. Et une fois que je trouve des produits gagnants, je préfère les mettre en scène sur un seul site pour une meilleure conversion. Après, l'avantage de faire un site généraliste, c'est qu'une fois que le client a reçu son colis, qu'il est satisfait, etc., tu vas pouvoir lui présenter, lui faire des relances mail ou SMS pour lui proposer d'autres produits. Et une fois qu'il est fidèle à ton univers, il va plus acheter, etc. Et puis le fait d'avoir un site généraliste aussi, c'est que tu peux vendre plus de produits. Ton panier moyen peut être plus gros. C'est pour ça que dans les sites monoproduits, je vous invite fortement à vendre des produits qui coûtent cher, parce que pour que ça reste rentable. Donc cette stratégie marche. Est-ce que c'est celle que je préfère? Non, honnêtement non, mais elle marche. Voilà. Après c'est une question de sensibilité, et puis comme je le dis, moi je pars du principe que si j'ai plein de sites monoproduits, s'il y en a un qui est moins bon, je sais que j'en ai d'autres, quoi, tu vois. Et voilà. Et après moi ce que je fais, c'est que quand j'ai des clients fidèles qui reçoivent leur colis sur un site monoproduit, rien ne m'empêche dans la même thématique de leur envoyer un mail. Tiens, je suis Yannick de la startup Pancake Malin, j'ai sorti le site Gâteau Malin, peut-être que ça va t'intéresser, tu vois. Et du coup, vu que c'est le même univers, vu que c'est la même mise en page et tout, ils se sentent pas perdus, quoi. Et les délais de livraison, tu disais que pour d'ici septembre, quoi, on aura... Septembre, ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, ou des livraisons plus courtes pour le dropshipping? Déjà, comment ça marche? Je vais expliquer juste le concept, pourquoi c'est aussi long en Chine les délais de livraison. C'est d'une part parce que tu as affaire à un agent qui retransmet l'information à peut-être une entreprise qui gère que du dropshipping, et que cette entreprise, elle-même, si l'agent il met 2 jours pour te gérer ça, déjà tu prends 2 jours dans la phase. S'il gère ça depuis la Chine, il faut ramener à Hong Kong, si ça part de la Chine, ça peut mettre plus ou moins de temps. Ça se trouve, les envois ils partent 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc déjà tu as cette problématique-là. Nous, le partenaire qui met ça en place, grosso modo, il a ses entrepôts à Shenzhen. Donc il a une 60aine d'employés chinois à Shenzhen. Et en fait, il y a un service postal hongkongais qui livre en 5 jours. 5 jours ouvrés. Donc en 5-7 jours ouvrés, voilà. Et là, l'idée, c'est, lui, il a des camions qui fait... C'est ce qu'il fait actuellement, c'est ce que je fais avec lui aussi. Il y a des camions qui font Shenzhen, Hong Kong tous les jours. Du moment que tu passes ta commande avant 11h, parce qu'il y a 8 heures de décalage horaire, elle est traitée de suite et elle est expédiable dès le lendemain matin. Donc voilà, c'est juste une question de timing. C'est juste une question de timing et de service postaux, parce que le service postal de Hong Kong, il part plusieurs fois par jour et il est pas cher. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, ça, c'est pas possible de le mettre en place. Là, actuellement, il est mis en place. Moi, je l'utilise, je suis en train de le tester. Après, encore une fois, l'idée, c'est de proposer à la communauté quelque chose de performant, fiable et tout. Et aujourd'hui, pour tout avouer, il est en place, mais la problématique, c'est qu'il n'est pas linké à Shopify. Donc, l'objectif, c'est que ça soit automatisé à 100%. Tu as une vente sur Shopify, il faut que ça parte directement dans la boucle. Et on est en train de réfléchir aussi à une problématique d'argent. Est-ce qu'il faut que la personne elle crédite par exemple un compte sur la plateforme et que ça se débite automatiquement? Parce que tu vois, à un moment donné, si on attend l'argent, tu vois, l'idée c'est de rester sur un délai de livraison stable de 5 à 7 jours ouvrés. Et il y a une multitude de paramètres qu'on est en train de tester pour que ça soit au mois de septembre. Super, merci. Voilà. Merci Yannick, on a une question juste là-bas, je te laisse te lever. Bonjour Yannick, je m'appelle Maëlle, je viens de Grenoble, je ne connais absolument pas ton domaine. J'ai une question très concrète sur comment tu travailles en fait. Est-ce que tu es chez toi avec ton petit bureau, ta femme? Est-ce que tu fais des réunions? Est-ce que tu as des idées comme ça et tu dis je décide de vendre ce produit? Est-ce que tu as des conseillers, des réunions de travail? Est-ce que tu te rends sur place dans les ateliers? Ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu 5 ans au Maroc parce que, comme toute personne étant en France, quand tu vois que tu payes trop de charges, tu as envie
d'exilé, tu vois. Donc je suis parti pour fiscalement parlant, je pensais que c'était sympa. Donc j'ai créé une agence là-bas, donc j'avais des employés, je suis monté jusqu'à 46 employés là-bas. J'ai réduit la voilure parce que c'est pas facile à gérer des employés, c'est même très difficile. Et du coup là j'ai une équipe marocaine d'une dizaine de personnes. Et après j'ai quelques partenaires aussi, voilà, quelques partenaires. Tout ça pour te dire que j'ai une équipe. Moi aujourd'hui je m'estime être un chef d'orchestre. L'idée c'est de donner les bonnes informations, les bons briefs aux bonnes personnes. Pour te dire, c'est même plus moi qui fais les briefs, j'ai recruté une personne qui fait les briefs pour moi, voilà. Et là, je suis juste dans la stratégie et le sourcing, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Le fait de faire du sourcing, c'est quand même attrayant. Le sourcing, c'est le fait de trouver des nouveaux produits. C'est, soit tu les trouves sur Internet, tu trouves des nouveaux produits, tu te les fais livrer, tu les testes, etc. Soit tu les testes même pas, tu les vends, tu trouves un produit, tu le vends directement. Soit même, tu vas dans le pays, tu vois, moi régulièrement, là, ces dernières années, j'ai voulu un peu m'éloigner de la Chine et je trouvais plus de produits, notamment en Thaïlande. Donc j'ai trouvé des usines thaïlandaises qui font des bons produits de qualité, etc. Parce que je voulais sortir du nouvel an chinois. Finalement en Thaïlande, ils font le nouvel an chinois, donc je me suis retrouvé en galère, tu vois. Mais sinon, j'achète des produits en Turquie. Par exemple, en Turquie, j'achète tout ce qui est, tu sais, les carafes en inox, etc. Tu vois, faire une carafe. Tu sais, le style Minelli, la marque Minelli, tu sais, faire les trucs design, etc. Et voilà, c'est ce qui me plaît. Mais l'objectif, c'est d'être le chef d'orchestre et de déléguer aux bonnes personnes en leur donnant les bons briefs. Et ça, c'est super important. Donner les bons briefs, et surtout, moi, ce qui m'a causé un peu ma perte, des fois, selon les projets, c'est checker si le travail est bien fait. Donc ça, c'est des choses qui doivent rentrer dans ce que je disais, les choses d'organisation, de planification. Ça, c'est vraiment pour moi la clé de la réussite, parce que j'ai plein de projets, je me rends compte que je paye pour rien Shopify parce que j'ai pas mis de la publicité Facebook, etc. J'ai acheté 10 000 balles de stock, etc. Et pour rien, parce que je sais que je l'ai, je sais qu'il y a du potentiel, mais je prends pas le temps soit de m'y mettre, soit d'allouer une personne pour s'y mettre sérieusement. Donc vraiment, l'organisation, la planification, c'est la clé de la réussite. Et quand tu es tout seul, quand tu démarres tout seul, voilà. C'est pour ça que je vous dis, restez focus sur quelque chose, voire un seul produit, 2 produits, 3 produits, mais restez focus sur ça et faites-le bien. C'est vraiment important. Merci Ali. François, on a une question juste de l'autre côté là-bas, en direction de la vidéo, si tu peux enlever le micro à la jeune femme. Merci beaucoup. Et une dernière question aussi. Merci mesdames de prendre la parole. Bonjour à tous, bonjour Yannick. Je te suis aussi depuis un petit bout de temps, ça m'intéresse un petit peu beaucoup au dropshipping avec mon mari. J'ai 2 questions. Ouais. La première, quels sont les outils que tu utilises pour trouver tes produits? Ouais. Et la deuxième, pour revenir sur ce dont tu parlais, si on devait partir de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu privilégies quand tu fais ta recherche de produits sur Ali? Est-ce que tu regardes plus le délai de livraison? Est-ce que tu regardes la qualité du fournisseur avec le nombre d'étoiles? Est-ce que plutôt le prix du produit? Qu'est-ce que tu privilégies? On est en plein dedans, donc je comprends. Si on peut utiliser ton expérience. Exactement. Après, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend quel type de produit tu cherches, pour quel support. Si tu fais du dropshipping que avec Facebook, etc., pour commencer, moi, je vous conseille de regarder ce qui se fait via des footprints sur Facebook. Vous savez ce que c'est un footprint? C'est en fait, grosso modo, c'est un ensemble de mots. Je donnerai une petite doc à François pour qu'il vous la transfère. C'est un ensemble de petites phrases qu'on met pour trouver des vidéos sur YouTube, sur Facebook, etc. Voilà. Par exemple, un truc tout bête. Tu tapes Asin on TV Kitchen, tu vois, sur YouTube, tu vas te trouver avec tous les derniers produits ou toutes les vidéos qui font des produits vus à la télé dans... Ouais, voilà. Et après, pour Amazon, j'utilise des logiciels comme Ecomizy, comme il y en a d'autres, il y a AMZ Tracker, etc. Où là, l'objectif, c'est de savoir combien de ventes par jour fait un produit. Grosso modo, si tu ajoutes 999 produits dans le panier, il va te dire par exemple, non, il n'y a que 410 produits en stock. Le lendemain, tu refais la même chose, il va te dire, non, il n'y a que 400 produits en stock. Donc, tu en conclus qu'il a fait 10 ventes en 24 heures. Tu vois, et après, là, j'ai plus qu'à
bah, attendre 4-5 jours pour voir si c'est stable, si c'est logique, si c'est stable, et à ce moment-là, je me dis, bah, tiens, ce produit, il est gagnant. Voilà. Donc après, voilà, tout dépend de... Et après, moi, pour ma part, j'ai mes fournisseurs qui m'envoient toutes les semaines comment ça s'appelle, des fichiers Excel avec des nouveaux produits, avec les prix, les cotations, etc. Donc mon cas est un peu différent, mais quand tu vas à Shenzhen, par exemple, tu as l'High-Tech Market qui fait 30-35 étages, tu vois, et sur chaque étage, tu vois, tu n'as que des showrooms d'usines où tu as plein de produits, tu vois. Et chaque étage, c'est une catégorie, tu vois. Mais du coup, tu as des métiers, des Chinois, ils font du sourcing. C'est qu'ils référencent sur un fichier Excel, et une fois qu'ils ont fini, ben, ils peuvent recommencer parce qu'il y a toutes les nouveautés, tu vois. Donc, tu as ça, à Yiwu, tu as ça dans les produits, les gadgets vus à la télé. Dans le sud de la Chine, tu peux avoir les chaises DSW, les fauteuils, machin. Ça aussi, c'est une très bonne niche parce que ben, j'en parlais ce matin, je crois, dans mon mastermind. Des chaises DSW, c'est, vous savez, les chaises un peu design, voilà. Le gros avantage de ces chaises-là, c'est que, bon, un particulier peut vous en acheter, mais il vous en achète généralement pas qu'une, il vous en achète 4 pour le tour de table. Mais il y a des coworking qui peuvent vous en acheter une vingtaine, une trentaine, et il y a carrément des restaurants qui peuvent vous en acheter 80. Donc voilà, c'est le sourcing. Un produit qui est cher à l'achat peut rapporter gros, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence qui vont avoir le courage et les coronets de mettre de l'argent dans ce produit-là. Mais au final, ce qui est vachement bien, c'est que une fois que tout est automatisé, tu ne te prends même plus la tête, quoi. Parce que même Amazon s'occupe des ventes, tu fais plus rien, quoi. Donc ça, c'est cool. Et sur le sourcing à Ali, sur AliExpress? Moi, sourcing AliExpress, je te dis honnêtement, j'en fais pas des masses. J'en fais pas des masses du sourcing sur AliExpress parce que c'est pas dans mes process uniquement. Honnêtement. Mais après, il y a du bon sens. Tu regardes le profil du vendeur, s'il a beaucoup d'évaluation. Un petit test super important qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est s'il est réactif par mail. Le gars, il peut avoir peu d'évaluation. S'il est réactif, pour moi, c'est un meilleur profil parce que rien de plus chiant que d'attendre 2-3 jours avant d'avoir une réponse d'un fournisseur chinois. Ne pas oublier, les 80% des personnes sur AliExpress, c'est des gens comme nous. C'est des jeunes comme nous qui sont semi-grossistes. Dès qu'il y a une vente, ils vont voir le fournisseur, ils envoient. Voilà, nous on est leurs clients, quoi. Donc c'est pas des usines. Donc il faut en prendre conscience. C'est bon? Il y a une dernière question. Allez. Bonjour, bonjour, je suis Christelle. Déjà, je te remercie. J'apprécie énormément ton attitude. Tu dégages toute la force tranquille qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors moi, je me pose beaucoup de questions. En tant qu'entrepreneuse, je trouve que le business model du dropshipping me passionne. Par contre, au niveau des valeurs que ça peut dégager, je me pose des questions. Je m'explique. Chine. Voilà. Conditions de travail derrière, qualité aussi certaines fois, même si on peut trouver des super produits. Et je me pose la question plus particulièrement sur la France et sur les pays européens, le savoir-faire des artisans français. Est-ce que, tu vois, tu parlais d'évolution en dropshipping, est-ce qu'on peut aussi en venir à ça? C'est-à-dire vraiment, voilà, se défendre aussi finalement notre patrimoine, notre savoir-faire. Bah après, en e-commerce, il y a déjà ça qui existe, avec Archiduchesse, avec le slip français, avec plein de boîtes voilà, comme ça qui font du Made in France, etc. Donc en e-commerce, ça marche. Après, honnêtement, la problématique de la France, c'est par rapport au dropshipping, pas par rapport à l'e-commerce classique. En dropshipping, c'est que ça va coûter extrêmement cher. Voilà, c'est encore une fois, tu es un consommateur, est-ce que tu es prêt à payer aussi cher que ça? Après, tu vas me dire, bah, tiens, il y a bien des gens qui achètent des sacs de luxe, etc., super cher. Donc oui, c'est possible, mais finalement, ta cible sera très restreinte. Tu vois, voilà. Moi, j'achète pas qu'en Chine, comme je le disais, je l'achetais en Thaïlande. Bon, même en Thaïlande, c'est les enfants qui travaillent, mais bon. J'achète en Tunisie, j'achète des foutas en Tunisie, tu vois, c'est des mamans de 60 ans qui cousent les foutas, c'est des espèces d'écharpes voilà. Je travaille aussi l'huile d'argan, tout ça, au Maroc, etc. En Turquie, voilà, il n'y a pas que les enfants, voilà. Et après, ce qui est super important, c'est aussi
d'aller visiter l'usine. Il y a des usines chinoises où il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Certes, le produit, il coûte un peu plus cher, mais je veux dire par là, voilà, du moment que tu racontes ton storytelling, du moment que sur ta page de blog ou tu fais une vidéo, tu montres, t'es transparent avec ça, il n'y a pas de souci. Après, la France, dropshipping en France, moi j'en fais pour des paniers gourmands, tu vois, les paniers pâtés, machin, tout ça, ça marche, voilà. Donc après, c'est une question de bien calculer sa marge et d'offre et de demande, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Yannick, je pense que ça mérite. J'ai ici le micro du prochain intervenant, je t'invite à te lever, je laisse François te présenter dans quelques secondes. Yannick va te présenter. Ouais. Ouais.